On dit souvent qu'on est le produit de notre époque. Et c'est tellement vrai. Les guerres, les crises, les révolutions technologiques, tout ça, ça nous façonne. Ça nous donne une vision du monde bien particulière, des valeurs et même des réflexes uniques. Aujourd'hui, on va essayer de décrypter un peu ces fameuses étiquettes qu'on colle sur tout le monde pour voir ce qui nous sépare, oui, mais peut-être aussi ce qui nous rassemble. Boomer, millénial, Gen Z. Franchement, on entend ces mots partout, tout le temps. Et souvent, c'est pour balancer des clichés, pour se plaindre un peu, non? Ah, les jeunes ou OK boomer. Mais au-delà de la caricature, qui sont-ils vraiment? Qu'est-ce qui a bien pu forger leur façon de voir le travail, l'autorité ou la technologie? C'est la grande question qu'on va explorer ensemble. Oui, parce qu'il faut être clair, une génération, ce n'est pas juste une question d'âge. Pas du tout. C'est bien plus que ça. C'est un groupe de gens qui ont vécu les mêmes grands moments, les mêmes chocs historiques, les mêmes révolutions, et ce, au même moment clé de leur vie, quand ils étaient en train de se construire. C'est cette expérience commune qui crée une sorte de ciment, une identité de groupe. Alors, pour bien comprendre, on va remonter le temps. On part au début du XXe siècle. Une période marquée par 2 guerres mondiales. Des conflits d'une violence inouïe qui ont littéralement anéanti des jeunesses entières et qui ont obligé ceux qui restaient à repartir de zéro, à tout reconstruire sur un champ de ruines. Cette phrase de Gertrude Stein, « Vous êtes tous une génération perdue », elle résume tout. Elle parle de cette fameuse génération perdue, ceux nés entre 1883 et 1900. Imaginez, ils sont devenus adultes au milieu des tranchées de la Première Guerre mondiale. C'était la première fois qu'on voyait une guerre industrielle, une machine à broyer qui ne tuait pas que des soldats, mais qui pulvérisait des générations complètes. Leur monde s'est écroulé. Forcément, ça a laissé un cynisme profond, une méfiance totale envers les grands discours patriotiques. Et juste après eux arrive ce qu'on appelle la génération des grands. Leur enfance à eux, c'est la Grande Dépression de 1929. Rien n'est acquis. Ni le boulot, ni même de quoi manger. Et à peine sortis de ça, pam, la Seconde Guerre mondiale les aspire dans un conflit encore plus total. Alors leur philosophie de vie, elle est simple, directe, le devoir, la sobriété, la discipline. On agit d'abord, on réfléchit à ses états d'âme plus tard. Une fois la guerre finie, leur mission est claire, reconstruire. Et ce sont eux qui vont poser les briques de notre État-providence. Le système de retraite, la Sécu, c'est un monument invisible, mais sur lequel on s'appuie tous encore aujourd'hui. Et il est né d'une promesse, plus jamais ça. Ok, on avance, on quitte la guerre et on entre dans une nouvelle ère, l'après-guerre. Et là, le monde change, mais radicalement. Fini la reconstruction, place à une période de prospérité complètement folle, les 30 glorieuses. Et cette abondance, eh bien, elle va creuser des fossés entre les générations comme on n'en avait jamais vu. Et là, on a une vraie fracture. D'un côté, la génération silencieuse. Eux, ils ont grandi dans un monde encore fragile, avec la menace de la bombe atomique au-dessus de la tête. Du coup, ils ont appris à faire profil bas. De l'autre côté, les baby boomers. Eux, ils débarquent dans un monde en paix, en pleine croissance. Pour la toute première fois, une génération va avoir le luxe de pouvoir dire non, de contester l'ordre établi. Attention, quand on dit génération silencieuse, ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas d'opinion, pas du tout. Leur silence était stratégique. Ils respectaient les règles en apparence, mais en coulisses, ce sont eux qui sont devenus l'épine dorsale du pays. Ils connaissaient le système sur le bout des doigts et ils s'en sont servis pour obtenir des avancées super concrètes. Des CDI solides, des droits syndicaux forts, les premiers vrais droits pour les femmes au travail. Bref, ce sont les architectes discrets de notre stabilité. Les baby-boomers, c'est une autre histoire. Eux, ils grandissent avec la télé qui s'installe dans le salon. Une fenêtre sur le monde, génial, mais qui leur montre aussi les horreurs de la guerre du Vietnam en direct. Et ça installe une méfiance tenace envers le pouvoir. Ils ont la pilule qui change complètement la donne, ils ont le rock, la bande-son de la révolte. Consommer, ce n'est plus juste survivre, c'est une façon d'exister. Sauf que toute cette euphorie, elle se prend un mour avec les chocs pétroliers des années 70. C'est un réveil brutal. Le chômage de masse débarque, et c'est la fin du rêve, la fin de l'insouciance. Allez, on arrive à la bascule suivante. Une bascule énorme. C'est le moment où le monde analogique, celui du papier, commence à laisser sa place au monde numérique. Et cette révolution, elle va définir 2 générations bien distinctes, un peu prises en sandwich entre l'ancien et le nouveau monde. D'abord, la génération X. C'est la génération des enfants à la clé autour du cou. Les 2 parents travaillent, le taux de divorce explose. Ils rentrent de l'école tout seuls, ils grandissent avec la peur du sida et la crise économique en bruit de fond. On les a souvent décrits comme des slackers, des flemmards cyniques, mais en fait, c'est tout le contraire. Ce sont des pionniers hyper pragmatiques. C'est eux, en mode débrouille, dans leur garage, sur les premiers forums internet, qui ont littéralement construit les fondations du web. Pas pour la gloire, non, juste pour résoudre des problèmes et parce qu'ils voulaient être indépendants.
Ensuite arrivent les millennials, la fameuse génération Y. Et pour eux, c'est le grand paradoxe. On leur a répété « fais de longues études, tu auras un bon job ». Sauf qu'ils débarquent sur le marché du travail pile au moment de la crise financière de 2008. Le timing parfait. Le résultat ? Des salaires qui stagnent, des loyers qui flambent et une course sans fin aux stages et aux CDD. La précarité devient la norme. C'est sans doute la première génération à risquer de vivre moins bien que ses parents. Hyper connectée au monde entier, oui, mais souvent bloquée à la porte de l'ascenseur social. Et puis, il y a 2007. Cette date, elle change tout. C'est l'arrivée du smartphone. Et non, ce n'est pas juste un nouveau gadget, c'est une révolution totale. Pour les millennials, et encore plus pour ceux qui suivent, cet objet va devenir un prolongement de leur cerveau, de leurs mains. Il change notre façon de communiquer, de travailler, et même notre santé mentale. C'est à la fois notre mémoire, notre vie sociale, et aussi la boîte qui contient toutes nos angoisses, disponible 24 heures sur 7, juste là, dans notre poche. Et tout ça, ça nous amène directement à aujourd'hui. On entre dans le monde algorithmique. Un monde où nos vies ne sont plus seulement connectées, elles sont filtrées, médiatisées et même souvent orientées par des algorithmes. Et ça, pour les plus jeunes, ça change absolument toute leur perception de la réalité. C'est quelque chose de complètement nouveau. Voici la génération Z. Eux, ils sont nés avec le Wi-Fi et les notifs d'actualité dès le réveil. Leur adolescence a été rythmée par les confinements, par une angoisse climatique très profonde face à un avenir qui semble bouché et par une pression sociale constante sur les réseaux. Mais attention, cette anxiété, elle est aussi un moteur. Elle se transforme en un activisme hyper pragmatique, hyper efficace. Moins de manifs dans la rue peut-être, mais beaucoup plus de campagnes en ligne, ciblées, avec une maîtrise des codes du buzz qui est juste redoutable. Et si on veut vraiment comprendre la Gen Z, il y a un truc essentiel à saisir, leur rapport à l'autorité. Ils ont une méfiance quasi instinctive pour le discours qui vient d'en haut. Pour eux, une parole n'a de la valeur que si elle est prouvée. Il faut une source, un screen, une preuve. C'est normal, ils ont grandi en plein dans l'ère des fake news. Du coup, leur réflexe, c'est de vérifier, de fact-checker. La crédibilité pour eux, ça ne vient pas du statut. Ça se gagne avec des preuves et de la transparence. Point. Et maintenant, on arrive à la toute dernière génération, les alphas. Et là, la différence, elle est fondamentale. La Gen Z est née avec Internet. La génération alpha, elle, est la toute première à être élevée par les algorithmes, par les assistants vocaux, par les flux de recommandations. Pour eux, faire l'école en visio ou parler à une machine, c'est leur quotidien depuis qu'ils sont nés. Leur monde est un flux de contenu personnalisé depuis le berceau, une réalité dont on commence à peine à mesurer les effets. Finalement, quand on y pense, c'est un peu comme une course de relais. Chaque génération ne repart jamais de zéro. Elle reçoit le témoin de la précédente, un témoin qui contient tout, les cicatrices, les traumatismes, mais aussi les outils, les inventions. Et c'est là que c'est fascinant. Les solutions qu'une génération invente pour régler ses problèmes deviennent souvent le point de départ, et parfois même le nouveau problème de la génération qui suit. Et ça nous amène, tout naturellement, à la question de fin. Chaque génération qu'on a vue a eu son grand défi, reconstruire après une guerre, survivre à une crise, s'adapter au numérique. Alors nous, aujourd'hui, avec nos défis immenses, le climat, l'intelligence artificielle, les fractures sociales, quelle est la grande question qu'on va laisser en héritage à ceux qui nous suivent ? C'est sur cette réflexion que je vous laisse. Et si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment un énorme plaisir. Merci.